Bonsoir à tous. Voilà, avant de commencer la conférence, voilà, malgré qu'on vient de loin, on vient de Kanaki, nous on a toujours des us et des coutumes. Voilà, on a un petit geste de bonjour. Voilà, c'est avec humilité et respect que je m'adresse devant tout le monde, devant les anciens et les jeunes de mon âge. Voilà, chez nous c'est une signification très importante, ce petit geste-là. C'est une coutume de bonjour. C'est pour que nos esprits soient en phase. Et nous, chez nous, quand on fait ça, c'est souvent dans les cases. C'est quand tu rentres, tu t'abaisses. C'est un signe d'humilité et de respect. Voilà, c'est pour vous remercier de nous avoir accueillis. Et merci pour l'organisation. Sinon, tenez bout de la fois. Bien, merci beaucoup. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir en Benin ce soir. Effectivement, donc on n'a pas l'occasion régulièrement de parler de la Kanaki, même si c'était arrivé déjà une fois dans cette salle en 2019, à l'occasion pendant la période entre deux référendums. C'est pour nous également un honneur de vous accueillir pour venir témoigner donc, sur la situation en Kanaki. J'aurais tout à rajouter, c'est encore un grand merci de venir nous parler de ce qui se passe en ce moment en Kanaki. Je dirais la même chose. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous faire comprendre ce qui se passe là-bas. Bonsoir, oui, je représente l'association France-Palestine Solidarité et on est préoccupé par un colonialisme majeur là-bas et on veut partager aussi avec vous cette soirée. Je suis l'hôte en fait, nous sommes les hôtes d'ici, on est ravis de vous accueillir, merci encore. Et tant mieux qu'on puisse au moins faire profiter de cet outil à ce genre de soirée. Merci. Bien, donc bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, j'évoquais le contexte politique et le référendum qui ont eu lieu depuis 1998. Il faut savoir qu'il y a eu 3 consultations référendaires. Je ne rentre pas dans les détails, nos invités le feront. Il y a également eu, donc au mois de mai dernier, le vote d'une loi réformant le corps électoral, ce qui a provoqué donc, le soulèvement des jeunes Kanaks, notamment du peuple Kanak, en réaction donc, à cette loi unique. Je ne rentre pas, je ne fais pas de commentaires sur la politique et les conditions qui ont conduit donc, à prendre cette décision. Donc ce soir, je voudrais donc au nom des organisateurs, donc il y a la CNT, le MRAP, le Survie et la FPS qui soutiennent. Et on est également donc, en relation donc, avec le collectif national de solidarité Kanaki. Alors tout d'abord, je dois excuser donc Isabelle Merle, qui n'a pas pu finalement se libérer, alors qu'on s'était mis d'accord, mais elle a eu donc un autre engagement professionnel qui l'empêche d'être avec nous. Mais nous avons le plaisir quand même d'accueillir, qui est du MKF, donc Mouvement des Kanaks de France, qui s'occupe notamment des relations externes donc, à l'organisation, donc les relations avec les différentes organisations syndicales, associatives, politiques qui soutiennent donc, la cause Kanak et qui se retrouvent notamment dans le collectif Solidarité Kanak au niveau national. Et donc, qui est secrétaire général adjoint donc, du MKF et qui s'occupe plus particulièrement de la question des prisonniers. Et donc on va avoir largement le temps de développer ce point. Alors, il va faire un peu un rappel historique de la situation, enfin de la Kanaki, cette colonie donc, qui
depuis 170 ans, 171 ans. Ce petit bout de caillou, comme on disait, qui se situe donc à 17 ou 18 000 km de la métropole. Et donc elle fera donc un rappel historique et puis elle recontextualisera donc la lutte. Et donc va parler donc des événements plus récents. Donc j'évoquais tout à l'heure la question du vote de la loi qui a provoqué donc la réaction du mouvement indépendantiste kanak. Et il nous fera aussi, donc il abordera aussi les questions donc sociales et économiques, et il nous fera un petit point sur les organisations indépendantistes. Enfin, je voudrais remercier donc la Bobine donc, qui nous accueille une nouvelle fois donc, dans ses locaux, qui permet que effectivement le débat politique puisse avoir lieu. Et donc il y a une buvette. Donc, n'hésitez pas à consommer à l'issue des débats. Et par ailleurs, il y a deux petits tonneaux, donc si vous voulez apporter votre obol et votre soutien donc, à la Bobine, ne vous privez pas. Enfin, il y a une petite table de presse que nos amis donc, ont apportée. Il n'y a plus de drapeaux, ils sont partis comme des petits pains. Mais il reste quelques livres. Et il y a aussi donc, 2 brochures de survie donc, qui sont disponibles gratuitement. Voilà, donc je passe maintenant la parole. Donc... Tout d'abord, rebonsoir à tous. Je vais vous parler qui nous sommes. Nous, c'est le MKF, c'est le mouvement de Kanak en France. On a 2 lignes directrices. La première, c'est d'informer sur la cause de notre lutte et ce qui se passe réellement en Kanaki. Il faut savoir que notre combat, c'est un combat mené pour la dignité du peuple kanak et on défend notre idéal de l'indépendance inclusive, ça veut dire avec toutes les communautés présentes à l'heure actuelle au pays. Et le petit axe du premier but, c'est nous on défend, on est contre l'élargissement du corps électoral. Voilà. Et ensuite notre second axe, c'est aider nos prisonniers politiques déportés ici en métropole. Ça veut dire tout ce qui est question financière, psychologiquement et judiciairement. Surtout préparer leur défense en appel. Voilà. Donc bonsoir à toutes et à tous. Et déjà merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour être présentes aujourd'hui, pour ce temps de partage. Et merci aussi à ceux qui ont rendu ce temps possible. Donc, pour commencer, j'aimerais utiliser la définition sur le colonialisme qu'Aimé Césaire utilise dans son discours en 1950. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme indigène en instrument de production. À mon tour de poser une équation, colonisation égale chosification. La chosification, c'est-à-dire la colonisation, est un processus, une réalité qui a commencé pour les Kanaks il y a 171 ans. En effet, le 24 septembre 1853, l'État colonial français prend possession de la Kanaky, plus connue sous le nom de Nouvelle-Calédonie encore aujourd'hui. Il s'agissait aussi pour la France de renforcer son influence dans le Pacifique. Et c'est pourquoi Napoléon III il va créer une colonie pénitentiaire avec la création de bagnes et la déportation de prisonniers. À l'époque, le Pacifique il commençait à devenir britannique. Et comme la France était rivale avec l'Angleterre en termes économiques et religieux, elle voit donc le Pacifique, dont la Kanaky, comme une voie commerciale et donc d'un point de vue géostratégique, la possibilité d'y faire construire un port. Et les missionnaires catholiques français, ils viennent en Kanaky pour convertir les Kanaks afin de mieux les soumettre. Car oui, la religion a été un outil d'instrumentalisation de la colonisation. Et
pour protéger les missionnaires, les militaires sont envoyés, et c'est là que, quelque part, le phénomène de colonisation il débute. Parce que déjà, il y a la volonté de casser l'expansion britannique, donc une volonté géostratégique, mais il y a aussi la volonté de créer un bagne, et il y a la difficulté aussi en France de gérer la criminalité à l'époque, qui a explosé en France à partir de la révolution industrielle. Donc la France, elle va déporter au Kanaki des prisonniers pour alléger ces prisons, mais aussi celles qu'elle considère comme gênantes, alors que ce n'est qu'une population exploitée, qui se révolte et qui fait à cette époque émaner le marxisme et le socialisme, et à cette époque, comme les communards dans Louise Michel, et des autochtones d'autres pays colonisés par la France, comme les Algériens durant la guerre d'Algérie, qui sont également envoyés dans les bagnes en Kanaki pour y passer le reste de leur vie. Donc on peut dire que c'est le début d'une offensive de l'État français, de l'État colonial français contre le peuple kanak, qui est présent depuis plus de 3000 ans d'histoire, car l'objectif c'est de le rendre minoritaire. Et cette volonté, elle se traduit par l'occupation militaire, l'accaparement des terres, l'expulsion, les massacres, le déplacement et le cantonnement du peuple kanak. Le début de cette colonisation, elle est également marquée d'une guerre en 1878, où le grand chef kanak Ataï de Komale à la fois va mener une première insurrection contre l'État colonial français. Il va être abattu et sa tête et sa main va être envoyée à la Société d'anthropologie de Paris pour finalement être remise par la France à son descendant uniquement en 2014. Donc entre 1853 et 1920, la population kanak, elle va être divisée par deux, passant de 55 000 personnes à 27 000. Aussi, signe de mépris des colons pour le peuple autochtone, en 1931, des Kanaks vont être enfermés dans un enclos lors de l'exposition coloniale de Paris. Ils sont exhibés nus, ils n'ont pas le droit de parler, ils sont sommés de pousser des cris d'animaux avec des panneaux les qualifiant de cannibales. Donc, durant 60 ans, le code de l'indigénat va priver la population, le peuple kanak, de nombreuses libertés, principalement celle de pouvoir circuler librement, de pouvoir pratiquer leur langue et culture, et ce n'est qu'en 1946 qu'il va être aboli. Mais c'est en 1957 que le droit de vote va être accordé aux Kanaks. Mais dans les faits, les Kanaks, ils ne sont ni citoyens ni peuple libre. Et voilà, viennent les années 60-70 au Kanaki, qui est la période qui voit l'émergence d'un sentiment nationaliste et le début de la lutte indépendantiste à travers la volonté des mouvements nationalistes tels que le Foulard Rouge et la création du festival Mélanésia 2000 avec Jean-Marie Tjibaou, de reconstruire et revaloriser l'identité kanak. Donc ensuite, dans les années 80, ces années elles sont marquées d'une quasi-guerre qu'on appelle encore à l'heure actuelle les événements des années 80. C'est une situation de crise où les Kanaks et les indépendantistes tiennent tête à l'État colonial français, pour accéder à leur indépendance. Ces événements, ils ont été une nouvelle fois l'occasion pour des milices anti-Kanak et les forces de l'ordre de tuer du Kanak et des indépendantistes. Donc plus de 90 personnes majoritairement Kanak.
et ils atteignent leur paroxysme avec 19 Kanaks originaires de l'île d'Ouvéa, Yaï, qui sont tués par des GIGN lors de la prise en otage de gendarmes, comme il a pu être évoqué, tout à l'heure, les événements actuels en Kanaki peuvent être considérés comme la répétition de la période de quasi-guerre des événements 80. Donc en 1984, le Front de libération kanak et socialiste, c'est-à-dire le FLNKS, il est créé, il va être présidé par Jean-Marie Tjibaou. Celui-ci va fédérer plusieurs organisations dans les deux principaux partis qui sont indépendantistes, l'Union calédonienne et le Parti de libération kanak, le PALICA. Et la lutte indépendantiste, elle va connaître un tournant, lors de la période appelée communément les événements, où vont alors se succéder des assassinats, des ratonnades, des révoltes, des blocages et le boycott des élections. Et lors des affrontements face aux Kanaks se présentent des partisans d'une Calédonie française très virulente. Leur violence, elle culmine avec le massacre de 10 militants indépendantistes Kanaks de Tiendanit dans la tribu de Jean-Marie Tjibaou. Et il y aura pendant cette décennie 90 morts, en très grande majorité Kanak, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les luttes des années 80 remportent 2 victoires majeures. En 86, la Kanaki elle est réinscrite à l'ONU sur la liste des territoires à décoloniser. Et en juin 88, les accords de Matignon-Oudinot sont signés par une délégation indépendantiste qui est menée aussi par Jean-Marie Tjibaou et les non-indépendantistes avec Jacques Lafleur. Et l'État français est représenté par Jean-Michel Rocard. Il prévoit un scrutin d'autodétermination en 98, une plus grande autonomie pour le territoire avec la création du Congrès, une politique dite de rééquilibrage qui vise à réduire les inégalités entre Kanaks et colons. Donc en 98, le scrutin d'autodétermination, il est repoussé et de nouveaux accords ils sont signés, c'est-à-dire les accords de Nouméa, qui reconnaissent enfin l'identité des Kanaks et les effets de la colonisation. Ils ouvrent une voie vers la décolonisation, l'émancipation et la pleine souveraineté. Et pendant une période de 20 ans, les accords prévoient une période transitoire pour une autonomie grandissante avec le transfert des compétences. Et ces accords ils prévoient aussi l'organisation de 3 référendums sur l'indépendance, dont le dernier a été organisé en 2021, qui reste très contesté et non reconnu par les partis indépendantistes, car il a été organisé dans l'urgence et sans respecter la période des deuils des familles Kanaks qui, en suivant des cérémonies coutumières, avaient besoin de plus de temps de recueillement. Il faut savoir qu'on fait une levée de deuil au bout d'1 an. Et cette levée de deuil n'a pas pu être respectée. Donc voilà. Pour résumer l'histoire de la colonisation française en Kanaki, alors on ne représente seulement que 171 ans sur 3 millions d'histoires du peuple kanak. Et la lutte indépendantiste, elle défend des droits fondamentaux, le droit au peuple premier de disposer de lui-même. Et voilà. Donc le terme chosification dont on parlait au début d'Aimé Césaire, il prend tout son sens en Kanaki, car on a été ignoré, déshumanisé,
traités comme des objets, abattus comme des animaux, parqués dans des réserves. On n'avait même pas le droit de statut de citoyen, mais de sujet. Et ce manque de respect et de considération est même allé jusqu'à déshumaniser nos morts, traiter un de nos grands chefs défunts comme Ataï comme un objet décoratif et le priver de rites funéraires pendant 136 ans. Et même cette année, sa tombe, elle a été pillée et incendiée ce 22 juillet 2024 et son crâne a été dérobé. La colonisation est un crime contre l'humanité, avait dit le président Emmanuel Macron lors de sa visite à Alger en 2017. Et pourtant, en 2023, son gouvernement français il a décidé de pousser et de passer en force 2 projets de loi en Kanaki, en sachant très bien ce qu'il risquait de se passer et qu'il risquait de nuire à une paix fragile qui a duré 30 ans. L'État colonial français a présenté unilatéralement 2 projets de loi sur l'avenir institutionnel de la Kanaki qui mettent en jeu l'avenir du peuple kanak et la stabilité du pays. Ils visent une sortie dans des conditions très contestées et non consensuelles de l'accord de Nouméa. Le premier projet de loi concernant le report des élections provinciales qui a été adopté en mars dernier, et le second qui vise à modifier la constitution du corps électoral, qui est un point central dans l'accord de Nouméa. Aucune modification ne devait être faite par une décision unilatérale sans un accord global entre les forces politiques locales. Ces projets de loi renouent avec des pratiques éprouvées de mise en minorité du peuple kanak dans son propre pays, au profit d'une droite locale fasciste qui voudrait, par une modification des sièges au congrès de la Kanaki, y trouver une majorité en sa faveur pour garder leurs privilèges gagnés dans le sang et la souffrance des Kanaks et d'y mettre en place un nouvel Eldorado. L'État s'engage dans une modification brutale de toute l'organisation de la vie démocratique de la Kanaki. C'est une façon de recoloniser le pays et d'invisibiliser le peuple kanak. En réponse en Kanaki, les mobilisations pacifiques se sont amplifiées pour protester contre ces 2 projets de loi constitutionnels. Et donc plus de 80 000 personnes se sont rendues dans la rue depuis mars 2024. Et ça a toujours été des mobilisations pacifiques qui ont été organisées par la CCAT, c'est-à-dire la cellule de coordination des actions de terrain. Ces mobilisations, elles ont été vivement déformées et critiquées par les non-indépendantistes qui les ont présentées comme des manifestations violentes qui attisent la haine. Et pourtant, j'y étais. Et c'est pas du tout ce qu'ils disent. Ça a toujours été dans le respect, dans le mot d'ordre, c'est en lutte et en règle pacifique. Rappelons aussi que c'est Sonia Baquès, l'ancienne secrétaire d'État, qui elle-même crie à Nouméa en fin mars 2024 « Le bordel, c'est nous qui le mettrons si on essaye de nous marcher dessus ». Donc les objectifs sont clairs pour nous. C'est la demande du retrait du projet de loi du corps électoral à travers ces manifestations et la non-reconnaissance du 3e référendum en 2021 et la poursuite de la trajectoire de décolonisation. Aujourd'hui, nous sommes à 13 morts, dont 11 sont kanaks. On a été dans une situation où les forces de l'ordre et les miliciens anti-kanaks ont fait régner la terreur, ont tué des personnes, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Le problème, c'est qu'ils étaient indépendantistes et d'origine kanak, ou d'origine kanak.
On peut aussi parler du village de Tchangou, qu'on appelle encore actuellement Saint-Louis en français, qui est situé dans le sud de Kanaki, que les fachos, que la droite fasciste considèrent comme des terroristes. Ils ont subi depuis bientôt 5 mois ce qui ressemble à un confinement, une prise en otage de sa population avec un réseau limité, des checkpoints militaires, des fouilles, des contrôles d'identité et une population qui a été enfermée.